David, bonjour à toi. Bonjour. Je suis très content de venir te voir aujourd'hui dans ton studio. Voilà, après toutes les petites péripéties techniques qu'on vient de traverser, on est enfin installé, on est bien. Je suis très content d'être là à Genève. On est en plein centre de Genève, j'ai pas trop repéré. Bienvenue. On n'est pas loin. Donc, comment je te présente? Ingénieur du son avant tout, bien que tu as plusieurs casquettes. Je sais pas, au jour d'aujourd'hui, on m'appelle beaucoup ingénieur du son. Ouais, c'est ton travail au quotidien que tu vas nous expliquer. Tu fais plein de choses. Donc l'idée de ces vidéos, c'est vrai que tu m'as demandé comment ça allait se passer. On fait ça un petit peu comme ça, tranquille, sans filer. Voilà, d'où mon expression de tout à l'heure. L'idée, c'est que tu me racontes ton parcours, Oula. d'où tu viens, comment ça a démarré, et surtout qu'on fasse comment dirais-je, une petite explication de une partie de ton travail qui consiste à la restauration sonore. Ça, c'est hyper intéressant. Tu m'as expliqué plein de trucs tout à l'heure, donc j'aimerais que tu me les redises un petit peu devant les caméras. Je vais essayer. On va essayer, voilà, on va synthétiser. Forcément, on pourra pas évoquer tous les sujets. Non, après, ça prendrait des heures. Ben, c'est ça. Alors, ton parcours, comment ça a démarré? Dis-moi tout. Bon, je suis né ici, à Genève, de parents grecs. Et très très jeune, j'étais attiré par les disques, la musique. On avait les 3 chaînes de télé françaises, c'est-à-dire TF1 à l'époque, Antenne 2, FR3. Puis on avait la télévision suisse romande. Et puis il y avait tous les programmes de variété. Et puis ça m'attirait beaucoup tout ça. Et puis un jour, dans les années, je devais avoir à peu près 13-14 ans, je me suis mis au piano, je savais pas en jouer, et j'ai commencé à composer. D'accord. Et je me suis lancé là-dedans, j'étais pris dans l'engrenage. Et petit à petit, on m'a présenté des gens, j'ai appris à faire des maquettes. J'ai eu mon tout premier home studio, qui était un Porta-One à cassette, Ouais. avec une MIDI Verb, ça je me rappelle très bien, et une boîte à rythme Roland TR 505, je crois. D'accord. Oui, d'accord. Ok. Petite chose Ouais, carrée. ouais, ouais. Alors Je pouvais j'apprenais, séquencer, je m'en jouer. puis en même temps, à cette époque-là, ce qui passait beaucoup, c'était les années 80, Jeanne Masse, Ouais. Julie Les Pietri. standards de l'époque, ouais. Oui, mais j'aimais beaucoup tout ça. Alors j'ai commencé à aller dans les studios pour faire des maquettes un peu plus sérieuses. Et là, j'ai commencé à jouer sur des instruments que j'adorais, genre Emulator 2. D'accord. Il y avait il y avait quoi? Des PPG, il y avait les boîtes à rythme Simmons, il y avait toutes sortes de sons que je découvrais. Et puis j'essayais de faire aussi bien que ce que j'entendais sur les disques, bien entendu. Alors bon, je jouais très très mal, hein, et j'ai toujours très très mal joué, mais j'ai toujours joué de manière suffisante pour ce qu'il y avait à faire. D'accord. Et, et après, petit à petit, j'ai commencé à faire chanter des artistes locaux, et on a commencé à être signé à droite à gauche. J'allais au Midem à l'époque. Ah oui, famille Midem. Ouais. Et puis voilà, j'ai commencé à élargir mes horizons. Mon premier éditeur était belge, D'accord. figure-toi. Il s'appelait André d'Anjou, paix à son âme. C'était quelqu'un que j'adorais, qui était d'une humanité et d'une bienveillance formidable, et qui a fait beaucoup pour essayer de me faire avancer. Ouais. Et, euh, et puis par la suite, je me suis mis à chanter. Parce que dans ces années-là, tout le monde chantait. Ouais. Ça prenait longtemps en studio et on était sans filet, justement, comme Ouais. tu dis. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autotune, on n'avait Eh pas oui. de... On Eh oui, essayait un cette petit époque-là, peu ouais. on travaillait dur. Je me rappelle qu'un vocal à cette époque-là, il fallait entre 3 et 4 heures pour le mettre en boîte. Et c'était souvent du phrase par phrase. J'étais pas un grand professionnel de la voix. J'ai pris des cours de chant à cette époque-là. J'ai essayé de travailler mon diaphragme, ma colonne d'air, travailler ma diction, travailler tout ce qu'il fallait pour être un chanteur. Et je me rappelle en 87, 88, j'ai dû enregistrer 2 titres, et un m'a emmené vers un éditeur à Paris qui n'existe plus, ça s'appelait Frégate Musique, et ils m'ont emmené chez Bernard Estardi Ah, d'accord. pour finir mon disque. Et là, j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment le travail, et j'étais
à la fois très admiratif et terrorisé par Bernard Estardi. Ouais, j'imagine. Parce Et qu'à l'époque, c'est à cette époque-là, ouais. c'est pendant ces séances que j'ai rencontré Julie, sa fille, pour la Ouais. première fois. Et on s'est retrouvés bien des années après, et je lui ai raconté tout ça. Ouais. Puis elle vivait, c'était son quotidien. Et oui, bien Pour sûr. moi, Eh c'était oui. extraordinaire. Ouais. Et puis bon, mon disque n'est pas vraiment sorti, mais c'était pas, comment dire, c'était formateur. Ouais, Voilà. ça t'a appris un peu les rouages de ce métier, quoi. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est là que j'ai aussi rencontré Max Guazzini pour la première fois. J'ai rencontré des gens du métier. Je me suis fait jeter de partout aussi. Hein. Oui, bah oui, c'est pas évident. Oui, Mais ce qui était intéressant, c'était les rencontres. Ouais. Et c'est vrai que je me suis pris un petit peu au sérieux à cette époque-là. Je pensais que parce que j'étais passé par là, j'y étais Ouais, arrivé. tu t'es dit, ça y Et est. non, il fallait Ouais. passer en radio, il fallait faire tout le cursus. Et finalement, Bernard Estardi me disait, mais c'est 1 sur 1000. Et si tu y es, c'est que tant mieux, t'as de la chance. Mais voilà, bah, j'étais pas. Et puis, pour être honnête, je sais pas si j'étais fait pour être sur le devant de la scène. Ouais. Pour être très sincère. J'ai essayé encore, hein, je veux dire, quelques années plus tard, j'étais aussi à Aquarius, j'ai travaillé avec, à l'époque, Jean Ristori, Sébastien Santamaria, paix à son âme, John Vouloff, et puis à la basse, j'avais Bernard Paganotti, j'avais Philippe Leroux à la batterie. C'était une période extraordinaire, c'était une chanson, on a pris 5 jours de studio pour faire une chanson, et je sais pas si j'étais à l'auteur, mais en tout cas, cette chanson, elle reste gravée en moi, quoi. C'était pour un festival et ça, c'était super, quoi. C'était formidable. Une autre expérience extraordinaire. Mais encore une fois, je suis pas certain d'avoir été fait pour être sur le devant. En parallèle, au moment où j'étais chez Frégate Musique, ma mère, puisque mon père est décédé quand j'avais 12 ans, a décidé qu'on allait investir un petit peu. Alors j'ai eu un Emax. D'accord. Et j'adorais les Emax. Mais c'était chiant parce que tu pouvais pas, c'était pas vraiment multitimbral, tu pouvais pas aller, t'avais des limites. J'ai eu un D110, je me rappelle. Et je travaillais avec les deux. Et un séquenceur, c'était un MC500 Roland. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai programmé là-dessus? Qu'est-ce que c'était dur? C'était vraiment pas évident. Ouais, Mais comment dire? C'était pas vraiment fait pour être spontané, ces trucs-là. oui, bah oui, c'est toute une architecture à l'intérieur, c'est pas évident. Ouais. Non. Et puis, j'ai eu un Tascam 388. D'accord. Alors ça, c'était un 8 pistes quart de pouce qui tournait en 19 cm/s avec un DBX. Et il y avait 8 pistes extraordinaires. Par contre, une console de 8 pistes avec tous les égaliseurs et tout. J'adorais cette console, je dois dire. J'ai fait énormément de choses dessus. Par la suite, j'ai eu un ADAT que j'ai branché dans la console et j'ai continué à enregistrer avec ça. Mais j'avais un micro rudimentaire qui était un SM58, je crois, tout simplement, le tout bête micro Shure. Et c'est bien plus tard que j'ai eu des micros un peu plus évolués pour le travail en studio. Mais j'ai quand même maquetté Petula Clark sur mon Tascam 388. Pas mal. Pour débuter, c'est bien, pour se faire la main. Oui, tout à fait. Donc, j'ai continué à composer et puis j'ai des chansons qui ont été placées justement chez Petula Clark. D'accord. Et on a réalisé ensemble quelques titres dont j'avais fait la musique avec Michel Colombier aux États-Unis. Et je me rappelle on a enregistré chez lui. Il avait des micros qui venaient de chez Wally Heider et des trucs comme ça, extraordinaires. Il avait l'ingénieur du son de Prince qui avait démissionné parce qu'il en pouvait plus, il voulait avoir une vie de famille et Prince le réveillait en pleine nuit dès qu'il avait une idée. Et puis je me rappelle avoir fait des chœurs avec Orrin Waters, les Waters qui sont sur Thriller, tu sais cet album qui n'a pas marché. Oui, Michael Jackson, oui, totalement. Et puis Saïda Garrett. Ah ouais. Et donc j'ai fait des chœurs avec ces gens-là. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Complètement. Et pour les versions françaises, c'était très drôle parce qu'on leur prononçait les trucs et ils écrivaient ce qu'ils comprenaient et ça fonctionnait. Mais quand c'était en français, on me faisait aller un peu plus devant le micro et articuler beaucoup plus pour... Eh oui, bien sûr. Ouais.
Alors, je me rappelle, il y avait une chanson qui s'appelait La chanson de Gainsbourg. Alors j'y allais, la chanson de Gainsbourg. D'accord. Et j'ai fait de même Ouais. quand elle a fait l'Olympia. Ah ouais, punaise. Mais j'étais en click-track. Les chœurs étaient en Ah click-track. ouais, d'accord. Ah ouais. Donc j'étais pas sur scène. Ouais, t'étais. J'étais dans la salle. Ah d'accord. Euh, Puis entre-temps, il y a eu autre chose. C'est qu'au Midem, en 89, je pense, j'ai fait un showcase qui était organisé par la Suiza, donc l'équivalent de la SACEM en Suisse, et où j'ai chanté ma petite chanson enregistrée chez Estardi, et partiellement chez Estardi, parce qu'en fait, il y avait un studio qui s'appelait Studio Axis, ici à Genève, et j'avais commencé ma prod ici, tout simplement. Il y avait un type formidable qui travaille encore, je crois, pour Universal, qui s'appelle Yorgos Benardos, qui m'avait fait des très beaux arrangements, mais Estardi avait encore mis sa patte là-dedans, et c'était autre chose. On est passé à un autre niveau à ce moment-là. Et donc, j'avais fait ma petite chanson, je crois même en playback. Tout le monde faisait du playback dans ce cas. Et il y a un monsieur qui est venu me tendre sa carte de visite, et c'était Claude Nobs, le directeur de Warner Europe et fondateur et directeur du Montreux Jazz Festival. Et je connaissais déjà, à cette époque-là, puisque j'en parle, Petula Clark et son mari, Claude Wolff. Et donc, on en a parlé. Et puis, il me dit, demande-leur s'ils veulent récupérer leur bande. Et on les a appelés ensemble. Je suis allé le voir au chalet au-dessus de Montreux. Mais en définitive, ils n'ont pas répondu. Ils devaient être en voyage, je sais pas quoi. Puis cette histoire de bande, ça m'a interpellé. Et j'ai demandé à Claude Nobs où elles étaient. Et j'y suis allé moi-même. Et je me suis retrouvé avec 7 cartons de bande. Et ces cartons de bande, ça a été formateur pour moi parce qu'en fait, j'ai découvert tous les formats multipistes des années 60. Il y avait les bandes quart de pouce mono, stéréo, mais il y avait aussi des bandes demi-pouce 3 pistes, 4 pistes, 1 pouce 8 pistes, 2 pouces 16 pistes. Et en plus, c'était pas enregistré n'importe où, c'était enregistré à Western Recorders, à Los Angeles, avec le Wrecking Crew, donc Hal Blaine à la batterie, Joe Osborne à la basse, ou Carol Kay, etc. Et chaque fois des grands orchestres, 40 musiciens. Et je découvre qu'en fait, elle avait fait des disques que je connaissais parfaitement, en direct, avec 40 musiciens. Ah oui, d'accord. Elle était capable de faire les trucs en 1 prise ou 2 prises. C'était hallucinant. J'avais jamais vu ça. Alors tu vois, tu entends juste le compte d'un chef d'orchestre et tout à coup, tu entends un truc énorme qui t'arrive dans les oreilles. Et il y avait des inédits. Ah oui. Et il fallait que j'apprenne à mixer. Ah ouais. Sur ce genre de truc, ça doit... Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à écouter les disques de ce qui était sorti et à comparer ce que j'avais sur les bandes et essayer de reproduire la même chose, juste pour comprendre le fonctionnement. Et à force, je suis allé dans des petits studios parce que j'avais même pas encore de magnéto qui était capable de lire du demi-pouce. J'avais un magnéto quart de pouce qui était un X2000M de TIC, ça je me rappelle très très bien, sur lequel je savais même pas faire un azimut. Donc je croyais à cette époque-là, comme beaucoup de jeunes ingénieurs du son aujourd'hui, qu'il suffit de mettre la bande sur le magnéto, presser play, puis c'est parti, et ça va tout seul. Ah bah non, pas du tout. Et puis en définitive, j'ai appris comme ça. Jusqu'au jour où j'ai réussi à trouver une boîte qui m'a fait des transferts à date que j'ai pu lire et j'ai commencé à faire mes mix moi-même, à m'exercer sur mon Tascam 388 jusqu'à ce que tout à coup je commence à travailler dans les rééditions de Petula Clark. D'accord. Et que je fasse sortir plein de choses tout au long des années 90, 2000. Voilà, j'étais toujours derrière. Au début, j'avais une peur bleue, donc je voulais pas que mon nom apparaisse. Et puis finalement, si, on a officialisé. Et j'ai fini par travailler officiellement pour eux. Et maintenant, je fais toutes ces compiles, ou presque. D'accord. Donc tout ça, finalement, sur le tas, ce que tu m'expliquais, t'as jamais eu de formation, ni même de mentors qui ont pu t'expliquer un peu certains trucs. Il y a eu plein de gens dans mon parcours qui m'ont appris des choses. Je vais pas mentir. De toute façon, c'est un parcours où on n'est jamais tout seul. On ne peut pas fonctionner tout seul. On peut travailler tout seul, mais une fois qu'on a un certain bagage, on sait, c'est comme avoir une boussole, quoi.
Il faut avoir ses réflexes, il faut connaître son alphabet, Ouais, ouais, quoi. ouais, ouais. C'est tout. Je suis pas un ingénieur dans le sens technique du terme. Ouais. Je voulais faire une école d'ingénieur du son dans les années 80, puisque j'étais déjà passionné par tout ça. Et mon père venait de mourir. Et les écoles qui existaient dans ces années-là, c'était Londres. Je crois qu'il y avait quelque chose à Berlin. Et je parlais de toute façon pas l'allemand. Et après, ben, c'était Los Angeles, New York, Berkeley, tous ces trucs-là. Donc c'était pas envisageable pour ma mère, alors que mon père venait de mourir, que je parte. Ouais. Et en plus, j'avais même pas de diplôme universitaire. Je crois même que j'ai arrêté, j'ai même pas passé mon bac en réalité. J'ai arrêté, je crois que j'ai fait ma première année. J'ai fait ma première année sur les 3 ans qui étaient requis à l'époque pour passer un bac international. Et ça m'intéressait pas. D'accord, ouais, Je voulais juste faire de la musique. Ouais. Donc j'ai fait de la musique. Et à un moment donné, il a bien fallu que je travaille. Et tu vas pas me croire. J'ai fait des petits boulots. J'ai été vendeur d'abord de disques, Ouais, électronique de loisirs, donc les chaînes hi-fi, etc. C'est très formateur parce qu'en bah ouais. fait, tu apprends aussi sur quoi ce que tu fais Ouais, le matériel, les trucs, va ouais, c'est être sûr, joué. ouais, Et ouais. j'ai vu l'arrivée de la DAT, du DCC, du mini-disque. Et oui, tous ces formats, ouais. Bah, je préférais le DCC pour être honnête. Ah oui. Bah, il compressait pas, lui. Et oui, mais il dit ça compressé, ouais, ouais, Et, ouais, ouais. ouais, ouais. Et ensuite, ensuite, tu vas vraiment pas me croire. Je suis entré dans une société financière. J'ai bossé dans la finance pendant Ah, 10 ans. J'ai même d'accord. été dans une banque, dans plusieurs Ah banques. ouais, Et je me suis effectivement. occupé de la clientèle grecque. Ouais. Euh, et pas que d'ailleurs, mais en grande majorité la clientèle grecque. Et j'allais en Grèce en voyage d'affaires et tout le truc. Et la dernière année, c'était en 2005. Et en parallèle, j'ai oublié de dire, je prenais mes vacances, j'allais faire un disque à Paris. Ouais, c'est ce Parce que que... ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai pas interrompu la musique pour Voilà, c'est autant. ça, c'est ce que je... Euh, je continue à Ouais, composer pendant toutes ces années, et en plus, je continue à faire des compiles de Petula ou des ouais. rééditions, etc. Mais à cette époque-là, moi, j'étais pas équipé pour faire du mastering, pour faire Eh oui, ouais, ouais. les choses Ouais, ouais. proprement. Donc, moi, j'allais notamment chez Sofreson, ça, je me rappelle très très bien. J'ai beaucoup travaillé chez Sofreson à Paris, rue Pigalle, avec Lionel Rissler, et puis il y avait un type qui venait que j'aimais beaucoup, il s'appelait Christian Guillet, avec qui on a travaillé. Et Christian avait été assistant chez Repas Sonore. Ah oui, Donc le fameux. il avait en plus un petit bagage Ouais. qui était très intéressant pour moi parce que j'ai toujours aimé savoir un peu l'historique de ce sur quoi je travaillais. Encore aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je connais pas, que je suis en train de sauvegarder, je cherche. Ouais. J'aime pas faire les Ouais, choses t'aimes bien savoir d'où ça vient, tout ça. exactement. Ouais, Et pour moi, c'est un petit peu, comment dire, c'est pas juste un travail technique, ouais, c'est un travail de mémoire. Ça va ouais, beaucoup plus loin. ouais, 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 je comprends. Ouais. Et donc ces gens-là m'ont appris des choses. Mhm. Et donc et ce qu'ils m'ont appris, j'ai pu les mettre en application, bien entendu. Et pendant cette période où tu faisais ce travail alimentaire à la banque, tout ça, t'avais un objectif derrière de créer un studio, d'aller dans cette Non, voie-là? non, non. En 2005, ça a été l'année, non 2006, pardon. 2006, c'est l'année où j'ai démarré. Ouais. Oui, fin 2005, j'ai quitté la banque avec l'idée de partir à Paris, tout vendre ici, acheter Ouais. mon matos et me former. Parce que D'accord. j'estimais qu'avec mon Tascam 388, j'étais sacrément en retard Ouais. Ouais, et qu'il était peut-être temps que je me mette à Pro Tools et aux et oui, techniques ça, on était en plein modernes dedans, ouais. et compagnie. On en était à Pro Tools 7 qui venait de sortir. Euh, et je me suis dit, c'est impossible, je peux pas continuer comme ça. Il faut que j'apprenne. Et j'étais persuadé que j'allais pouvoir créer un studio à Ouais, Paris ou ouais, quelque chose. ouais. J'avais même visité des locaux Ah oui. et finalement, je suis resté. J'ai rencontré quelqu'un, donc ma vie Ouais. privée a pris la priorité Ouais. et j'ai décidé de rester, mais il fallait quand même que je poursuive mon projet. Et donc, ça a été Genève, ça a été ici. Mhm. Et j'ai appelé un acousticien qui m'a aidé à monter les locaux. J'ai acheté mon matériel.
Et je me suis formé. Alors, la petite particularité qu'on peut préciser, c'est qu'on est dans ton appartement ici. Absolument. C'est ton vrai home studio, si je Oui, puis mais dire. sauf que c'en est pas un. Sauf que ça n'est pas un. C'est Ouais, pas un home studio ouais, voilà, au c'est sens d'où minimaliste la du nuance. terme. Ouais, ouais. Le petit jeu de mots. Donc, donc tu Donc, disais acousticien et tu t'es équipé bah, à au fur et à l'instinct en mesure, plus. à l'instinct. À Ouais. l'instinct, totalement à l'instinct. Je savais ce que je voulais tout de suite. Ouais. Pour moi, la pièce centrale du puzzle, ça allait être un convertisseur Prism Sound. D'accord. Ah ouais, pourquoi ce Parce choix-là? que j'avais déjà travaillé dessus. Ah oui, voilà, ouais, d'accord. Avec Lionel Riesler, justement, Ouais, qui ne jurait que par ça. Et j'adorais le son. ouais. Sauf que c'était pas le même modèle du tout. Et ça allait très bien. Et j'ai absolument pas regretté. J'en ai même eu un deuxième après. J'aime beaucoup leur matériel. Euh, après, bah, j'avais travaillé à Boulogne, j'avais dirigé une séance de Petula Clark en allemand, figure-toi. Un Allemand, dis donc. En allemand, c'était la dernière fois qu'elle a enregistré en allemand. C'est une de mes musiques. C'était une des chansons qu'on avait faites à Los Angeles et il y avait un parolier allemand, Frank Erlacher, qui avait écrit les paroles. Et donc, il avait fallu que je dépoussière mes cours d'allemand pour savoir les accents toniques, Ah ouais, dis donc. comment ça allait sonner sur la musique. Et on m'avait recommandé les préamplis Avalon. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté des U87 AI Ouais, et je les ai plugués dans mes Avalon et ça d'accord. marchait très bien. Ouais. J'estime que c'est très complémentaire Ouais. comme, comment dire, Comme chaîne, quoi, comme comme chaîne. ouais. Voilà, c'est Mhm. ça que je cherchais. Et par contre, pour les percus ou les trucs comme ça, j'utilisais plutôt du Yemae. Ouais, d'accord. Pour plus pour une question de transient, pour une Ouais. question de couleur. Mhm. Mais voilà, c'est plus une question de goût. Mais j'ai vraiment appris la prise de son en faisant, pas vraiment en théorie ou quoi que Ouais, ce c'est soit. ça, ouais, Et sur. je ne prétends pas en plus être un spécialiste de la Ouais. prise de son, mais moi je suis plutôt la personne qui va prendre son casque et qui va chercher quel est le point idéal avec le micro en même temps. Et à ce moment-là, bah, c'est là que Ouais, je voilà, ouais. m'arrête. Tu te fies à Mais ton. je suis pas quelqu'un qui va chercher une théorie ou un truc comme ça. Je vais pas me réveiller le matin en me disant oui, je vais faire un couple au RTF ou je sais pas quoi Ouais, ouais, ouais. ou un XY ou pas pas Ouais, mon truc. Déjà même les fréquences pour les nommer, il m'a fallu quelques années. Je savais pas où étaient les hertz et tout, je me suis jamais inquiété de ça. Moi, je savais ce que je voulais entendre Ouais, à l'instinct, quoi, finalement. totalement. Placer ton micro et t'entends des résultats et. Totalement. Et ça m'a pas du tout empêché de réaliser Oui, bah des la enregistrements. preuve, oui, oui, J'ai parce fait des que. séances de Petula Clark Ouais, ouais, avec ouais, ce même ouais, instinct bien et je sûr. l'enregistre toujours Ouais, d'ailleurs. ouais, Je suis ouais. enregistré à Aznavour Ouais, ici. voilà, c'est ça qui est. Oui, je sais tout ce que tu as fait et du coup, finalement, voilà. Comme quoi l'instinct, ça paye. Oui. Et quand je suis en séance, je suis plutôt un chasseur de papillons. Je vais chercher Ouais, l'émotion. Je vais chercher la vérité, en fait. ouais. On est tous des chercheurs de vérité, je crois. Ah bah oui, oui. On est tous d'émotion, souvent, je dis souvent. C'est quand on L'émotion, cherche un résultat, c'est oui, ressentir quelque chose en tout cas, quoi. absolument, absolument. Donc, bah, je fais les montages voix, je fais tout ça. Mais c'est vraiment pas le problème. Mais j'ai toujours été attiré par ça. Ouais. Ressentir les Et, trucs. et je pense que je me suis jamais autant réalisé dans ma vie qu'en faisant ce que je fais. Ouais. Je peux pas dire que la banque m'ait rendu heureux. Je peux dire que j'ai eu des bons moments, mais je vais pas dire que la musique c'est pas humainement compliqué. C'est pas la même psychologie, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'on a malgré tout plus d'éthique. Mm. Malgré Ouais, tout, ouais, ouais. en règle générale. Ça Ouais. dépend qui Oui, encore. oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et du coup, comment tu as basculé sur le côté plus restauration sonore finalement? Parce que Bah, c'est quelque chose. Oui, voilà, tu y étais J'y déjà, étais mais déjà par la force des choses en t'en as ayant fait une retrouvé ces spécialité, ventes. quoi. Donc, Oui, parce que par nécessité. ouais, voilà. Par nécessité, c'était plus ça. En plus, la sortie de logiciels révolutionnaires comme RX Ouais. ou l'utilisation du CEDAR ailleurs, puisque Mm. à cette époque-là, j'avais pas les moyens du tout. D'ailleurs, c'est pas, on a un CEDAR ici, mais c'est pas mon CEDAR. Ouais. Il a été acheté par la United Music Foundation, qui est une fondation dont je suis chef de projet et qui héberge ses équipements ici aussi, tu vois. D'accord, ouais. Donc, en fait, et comme je travaille pour elle majoritairement, puisque je sauvegarde Ouais. des bandes à peu près de tout venant
Ouais, pour elle, ouais, ouais. eh bien, forcément, Ouais, il a je fallu travaille. s'équiper, Voilà, quoi. Ouais, exactement. ouais. Il a fallu s'équiper. Le CEDAR, c'est quand même le summum pour certaines opérations qui sont absolument impossibles à réaliser sans. Par exemple, récupérer un azimutage, corriger un azimutage à la volée. Ouais. Un suivi d'azimut sur une bande. Par exemple, tu as une bande qui est déformée, donc elle passe comme ça sur la tête de lecture, bah, ton azimut, il est corrompu. Bah, pour la stabiliser, tu peux, avec le système d'azimutage de CEDAR. D'accord. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Je l'ai fait, par exemple, sur un concert de Petula Clark. Bah, tu as plusieurs sources du même concert et tu dois les assembler ensemble, mais elles n'ont pas le même son. Et Ah oui. tu peux prendre le son, les caractéristiques sonores d'un enregistrement et les appliquer à un autre. D'accord. Autant sonore que spatialisation et compagnie. Donc, voilà. Ah ouais. Ouais, ça paraît dingue, hein. Ça paraît dingue, hein. Et comment t'as appréhendé? Parce que bon, c'est vrai, moi, tu nous donnes des détails techniques comme ça, qui pour C'est certains, je parce que sais c'est pas si pour ça. vous, surtout. Oui, oui, oui. Mais comment on appréhende ça quand on n'a pas de formation sur les outils, les différents magnétos, tout ce que ça implique, On prend le temps d'essayer, surtout. tout en Surtout, autonomie, tout ça? tout, Ah là on là, prend le ça paraît temps fou. d'essayer. Tant que ça n'a aucun danger pour un support original, on Ouais. peut tout essayer. Jamais il faut prendre une bande originale et essayer des choses sur un Oui, magnéto si on ne sait pas ce qu'on va ouais. faire. On risque de la détruire. Par contre, prendre une bande vierge ou une bande qui n'a aucune importance, qui n'a aucune valeur, genre une bande où un disque a été copié dessus Oui. pour la radio, je sais pas, n'importe quoi, ça tu peux y aller comme tu veux. Mais faut encore faire attention à pas abîmer le magnéto. Ouais, puis toutes ces techniques de restauration que tu m'évoquais un peu tout à l'heure, Ah oui, c'est... c'est vrai que quand on prend une bande et qu'on la met sur le magnéto, il s'agit pas juste de lire play, quoi, c'est Ouais. d'appuyer sur play. Il y a beaucoup plus de choses à faire. Euh, Déjà, tu as des bandes qui chimiquement sont en cours de dégradation. Donc tu peux te retrouver avec des dépôts d'oxyde sur tout le chemin de bande, les têtes de lecture, tous les guides bandes fixes surtout, c'est ceux qui sont les plus affectés. Et surtout, il faut arrêter la lecture, rembobiner et puis donner ça à un spécialiste parce que là, c'est très dangereux, quoi. J'ai vu des cas de catastrophiques. Je me rappelle avoir eu des bandes de Maria Callas entre les mains et ces bandes avaient été inondées. Ah oui, d'accord. Et malheureusement, je ne sais pas qui avait ces bandes avant moi, il avait essayé de les lire pendant qu'elles étaient encore humides. Oh là là, oui. Et quand j'ai fait les traitements pour enlever l'humidité, j'avais des tranches d'oxyde qui partaient comme ça, et toutes les ouvertures des opéras, bah, tu peux oublier, quoi. Mais tout ce qui n'a pas été lu, tout ce que Ah personne oui, n'a essayé de lire, a été ça a sauvé. été sauvé. Ah ouais, dis donc. Ah ouais, dis donc. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Ouais, ça paraît fou. Moi, je suis assez admiratif de ce travail-là, de maîtriser ces concepts-là, parce que on en parlait un petit peu tout à l'heure. On considère aujourd'hui que c'est des anciens formats qu'on utilise moins aujourd'hui. Ah oui, ancien format, mais il faut voir ce qu'ils contiennent. Ouais, c'est Je ça. m'excuse, mais à peu près les 95% de la production musicale qui existe Ouais. depuis l'invention de l'enregistrement à la fin du 19e siècle, c'est de la bande C'est de la bande. magnétique. La bande magnétique, faut se dire que c'est entre à peu près la fin des années 40 et on va dire le début des années 90. Ouais. Et les bandes les plus susceptibles d'avoir des problèmes, c'est les années 80, 70-80. La restauration, c'est pas une chose, c'est plusieurs choses. D'un côté, tu as la restauration des bandes. C'est-à-dire, si tu ne restaures pas le support, tu peux pas le lire. Donc, c'est carrément de la chimie. Parce que ce support, il est en cours de dégradation. Et puis, de l'autre, une fois que tu as réussi à sauvegarder le support, tu as la restauration du son. Parce que si tu as des dégradations du son, ce qui est fort probable avec les années, bah, tu vas avoir des drop-outs, des clics, toutes sortes de choses.
des plops, ou même des problèmes qui proviennent tout simplement de la prise de son d'époque, avec des limitations techniques, etc. Donc, c'est pas une restauration sonore, c'est plusieurs en fait. Ça se passe à plusieurs niveaux. On a la chance d'avoir encore, au jour d'aujourd'hui, quelques ingénieurs du son qui ont connu tout la traversée, tous les changements de format. Ouais. Par exemple, Dominique Ouais. Blanc-Francard, ça c'est la personne idéale pour parler des formats de bande, parce qu'il connaît tout. Il a tout vécu. Depuis ses débuts, je crois qu'il était au studio ETA au début. Et ensuite, je crois qu'il est allé à Hérouville. Ouais, c'est ça, ouais. Gaffinel, Hérouville, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Gaffinel, c'était ETA. Ouais, c'est ETA, ça. c'est ça. Oui, j'ai eu Gaffinel, mais ETA, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, Hérouville et tout, ouais. Mais il a tout vécu, il connaît parfaitement, et quand je parle avec lui, et c'est quelqu'un que j'aime énormément, ainsi que sa compagne ou sa femme, je sais pas s'ils sont mariés. Bénédicte, ouais. Bénédicte, c'est vraiment des gens formidables, c'est pour lesquels j'ai le plus grand respect. Donc voilà, pour revenir à ça, ça c'est des gens, on a de la chance de les avoir parce que ils sont une référence. Même moi, je peux encore être étonné de certains formats que je n'ai jamais vus. Je me rappelle avoir transféré ce que je pensais être une bande 8 pistes chez Sofreson à Paris. Non, pas une 8 pistes, c'était une machine custom qui avait été faite pour les studios RCA de Rome. Où bien entendu Morricone et compagnie enregistraient toutes les musiques de films. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'était une bande 1 pouce avec double largeur pour la basse et la batterie. Ah oui. Donc piste 3 et piste 6. Donc il n'y avait pas 8 pistes, il y en avait 6. Ah ouais, d'accord. Pour avoir le maximum d'informations dans le grave et tout ça, ouais. Exactement. Et c'était des enregistrements, sauf erreur, télévision. D'accord. Ouais, comme quoi, il y a plein de surprises, plein de choses qui existent et tout. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et comment c'est une question qu'on se pose souvent, parce que, bon, avec toute l'évolution de la technologie, tout ça, on en parlait un peu. La présence des magnétobandes dans les studios, parce que je sais qu'il y a des studios qui en utilisent encore. Est-ce que tu penses qu'il y a, je vais pas dire un avenir, mais est-ce qu'il y a encore un potentiel aujourd'hui, un intérêt sur ce format-là C'est très difficile à dire. J'ai parlé il n'y a pas si longtemps avec Jean-Luc Renoux qui dirigeait Moulin jusqu'à il n'y a pas très longtemps et qui me disait qu'ils ont dû arrêter la production des bandes 468 qui sont l'équivalent de l'AGFA 468 PEM 468 parce qu'ils trouvaient plus les composants. Ah oui, d'accord. Ils trouvaient plus les matières premières. Donc c'est un peu un problème dans la mesure où tant qu'on trouve la matière, tant qu'on trouve les pièces détachées, tant qu'on trouve le savoir-faire, oui, c'est ça, et ça c'est le plus important. Et moi je prétends pas avoir la science infuse. Moi je suis quelqu'un qui essaye qui fait de son mieux. Je fais de mon mieux pour récupérer l'information. Et je fais de mon mieux surtout pour en récupérer un maximum. Donc voilà. Mais je ne suis pas le seul. On n'est plus beaucoup, par contre. Ouais, c'est ça. C'est un peu c'est un peu le problème. Et donc, l'avenir de la bande magnétique, pour l'enregistrement, c'est toujours un médium intéressant, quoique on est rattrapé par les plugs qui font du travail de plus en plus excellent. Quand je pense à quand j'ai commencé, déjà ce que ça coûtait à l'époque de Pro Tools 7 et maintenant les prix qui ont baissé, on arrive à avoir des trucs extraordinaires pour beaucoup moins. Et il y a des sociétés qui travaillent très très bien, très très bien. Moi j'aime beaucoup les plugins et je suis le premier à en utiliser, surtout en mix et en mastering. Je travaille surtout in the box pour ça. J'enregistre pas in the box, sauf pour les synthés, les trucs comme ça, les sampleurs, mais par contre mix je fais pas totalement in the box. J'aime bien utiliser un truc dans le bus. Mais mastering, je le fais in the box parce que je ressens pas le besoin d'avoir des machines, d'avoir quelque chose d'externe. Si ce qu'il y a en amont est bon déjà. Oui, voilà, oui, parce qu'on est toujours dépendant de ce qu'il y a en amont, bien sûr. D'accord. Ouais, donc ce format de bande. Donc toi qui manipules ça aujourd'hui, tu te dis que finalement la nouvelle technologie équivaut presque. C'est un débat qu'on a souvent, nous, dans nos... Moi, je crois que c'est un faux débat. Parce que le vrai débat à avoir, c'est la musique. Et ça, c'est un débat, malheureusement,
je vais peut-être parler comme un vieux con, mais je pense qu'on a une baisse de qualité au niveau musical qui est dramatique. Et c'est pas une question d'éducation ou de, je sais pas. Bon, j'ai rien contre le rap, et j'ai rien contre ce qu'on écoute à la radio, etc. Je peux pas dire que ça me touche. Ouais. Je crois que je vais pas dire que ça doit me toucher pour toucher le reste des gens. S'il y a des gens qui vont écouter sur Spotify ou ailleurs, c'est que tant mieux, ça c'est arrivé à destination. Mais je pense que la problématique va encore plus loin, c'est dans l'intention. Est-ce qu'on fait de la musique pour faire de l'argent? D'ailleurs, on n'en fait plus beaucoup. Ou est-ce qu'on fait de la musique pour faire passer quelque chose? Ouais, ça c'est, ouais. Et je pense que l'analogique, le numérique, de toute façon, se complètent. Et pour moi, ça a toujours été un faux problème. Est-ce que c'est analogique, numérique, etc. Pour moi, tout, déjà, tout ce qui est artistiquement viable doit impérativement être sauvegardé. Parce que les bandes sont pas un support pérenne. Les DAT et compagnie, les supports numériques non plus. Et d'ailleurs, c'est même urgent de les sauvegarder. Mais pour moi, le problème n'est pas entre l'analogique et le numérique. Pour moi, le problème est qualitatif. Et il y a des artistes qui travaillent formidablement bien qu'on n'entend pas. Et d'autres... Ouais, voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Peut-être que je parle comme un vieux con. Non, mais c'est pas... Mais non. Il n'y a pas de... Je dis pas qu'il faut passer au conservatoire. Je dis juste, faut ouvrir ses oreilles, mais faut ouvrir son cœur. Parce que la musique, c'est la voix du cœur. Et moi, je peux pas travailler autrement que comme ça. Ouais, je comprends. Et nous, en tant que technicien, on fonctionne malgré tout aussi comme ça. On aime la technique et tout, mais on a besoin qu'il se passe des choses, quoi. Alors, Estardi m'avait dit quelque chose de très juste. Il m'avait dit, il faut que le matériel, c'est très bien le matériel, mais il faut que tu te serves du matériel et non pas que le matériel se serve de toi. Oui, ça c'est... Oui. Et parce qu'à l'époque, j'adorais parler matériel avec lui. Je lui disais, t'as vu, il y a ça qui est sorti, il y a un nouveau machin, un nouveau truc. Ben non, c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que tu vas en faire. Ouais, c'est ça. Ouais, se mettre au service de la musique, ouais, bien sûr. Et pour moi, tout ce qui a été inventé au niveau technologique, c'est très bien d'avoir de la technologie, c'est très bien d'avoir des belles consoles, des belles clocks, des beaux convertisseurs et tout. Mais ça doit servir à quoi? C'est la musique, c'est pas l'inverse. Ou le son, plus généralement. Parce qu'une bonne prise de son, même parlée, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de... Ça m'arrive de faire des prises de son radio, etc. Donc, pour moi, c'est pas le problème n'est pas technologique. Ouais. Le problème est franchement qualitatif et artistique. Ouais, je comprends. Ouais. Et je suis désolé, moi j'ai grandi pendant une époque bénie. Ouais, bah oui. Moi je suis arrivé un tout petit peu après, c'est vrai qu'on a pu profiter de trucs très différents d'aujourd'hui, c'est sûr, ouais. Très différents, c'est pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, ça a évolué, quoi. C'est normal que les jeunes, c'est normal que les plus jeunes considèrent ça comme old school. Ouais. Mais regarde, tout était fait avec des instruments acoustiques. Ouais. Eh ben, ça n'a pas pris une ride. Ouais, bien sûr. Ah bah clairement, non. Voilà. Ouais, c'est tout. Après, c'est l'esthétique de l'écriture ou de l'arrangement. Oui. Ça, c'est autre chose. Les époques et tout ça, voilà, bien sûr. Mais c'est normal. Ouais. Mais il faut bien se dire aussi que eux aussi voulaient vendre des disques et voulaient passer en radio. Oui. À la seule différence. Oui, c'était la même démarche. Ouais. À la seule différence. Ils n'avaient pas les mêmes moyens. À la seule différence qu'il n'y avait que 4 radios nationales. Ouais, c'est vrai. Il y avait les 4 périphériques et que si un des programmateurs acceptait de rentrer en playlist, c'était pas des ordinateurs à l'époque, c'était le coup de cœur qui fonctionnait. Eh ben, ça pouvait aller très très loin. Et oui, sans parler des formats d'aujourd'hui, YouTube et compagnie. Donc, on a trop de sources aujourd'hui. Enfin, trop de sources. On a beaucoup plus de sources qu'on peut en consommer en réalité. On parlait de transmission aussi, quelque chose d'important pour des jeunes qui aimeraient se lancer un petit peu dans ce que tu fais toi, à savoir la restauration, tout ça. Alors, comment on peut s'y prendre? Est-ce qu'on fait comme toi, on achète un bon vieux magnéto, un lot de bande? Ça peut. Encore faut-il savoir quel était le magnéto.
et dans quel état sont les bandes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore autre chose. Euh, c'est très difficile à dire. Ouais, je sais que c'est pas évident, mais C'est très difficile à peut-être dire. une piste pour, tu vois. C'est très difficile à dire. Ouais, Parce que moi, j'ai grandi, enfin, j'ai commencé mon métier à une époque où la bande magnétique était monnaie courante. ouais, C'était pas, le DAT arrivait à peine. D'ailleurs, j'étais un des premiers à en avoir un à Genève. d'accord. Ah ouais, Je me rappelle très bien, c'était un Casio DA1. d'accord. Et quand il est tombé en panne, le distributeur m'a fait une sorte de demi-reprise et j'ai eu un DA7. Ah Que oui, j'ai d'accord. encore, Ah ouais, ouais, donc quelque c'est, part dans une ouais, ouais, armoire. ouais, c'est marrant. Ouais, Mais c'est ouais, c'est très ouais, difficile. À mon avis, le meilleur moyen pour un jeune qui débute, c'est d'être épaulé par ouais, quelqu'un qui sait le faire. ouais, c'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent Ouais, le faire. Je dirais que s'il veut débuter dans cette filière, le meilleur moyen, c'est de s'inscrire à ou de contacter une association comme la IASA, ouais, qui est l'autorité internationale pour la préservation audiovisuelle. Ils font aussi la vidéo, ils font mhm, aussi le film, mais vraiment c'est audiovisuel au sens large. La vidéo, en plus, est en quelque sorte une cousine des problèmes chimiques rencontrés pour mhm, la bande magnétique son, parce que d'accord. les composantes sont souvent les mêmes. Par exemple, le sticky shed syndrome qu'on connaît, c'est un syndrome qui provient de comment dire, la dégradation d'un liant de synthèse qui maintient toutes les couches d'oxyde entre elles sur D'accord. une bande. Mhm, Et en fait, avant la crise du pétrole à la fin des années 60, toutes les bandes étaient fabriquées en polyester pratiquement et avec en règle générale un liant qui était fabriqué à base de pétrole. Je connais pas exactement les détails mhm, chimiques, mais ouais, c'était ça. Et pour faire des économies suite à la crise du pétrole, ils ont inventé un liant en laboratoire qui malheureusement n'était pas pérenne. Et on s'est ouais. rendu compte 10 ans plus tard à peu près que les bandes collaient et qu'elles laissaient de l'oxyde sur les têtes, sur le Ah, chemin de bande. Et des patentes ont été créées pour expliquer qu'il fallait chauffer les bandes à une certaine température pendant un certain d'accord. temps. Mais en réalité, ce qui est marqué dans les patentes de l'époque, aujourd'hui, quand c'est mis en application, c'est plus du tout la même chose, parce que le temps a continué Eh oui, à courir eh oui, et que les bandes ont continué à se eh dégrader. oui, eh oui. Donc une bande qui aurait dû être, je sais pas, mise en Mhm, incubateur pendant un temps, je sais pas, de une ouais, heure ou 3 heures à l'époque, peut-être que maintenant ça va être 24 eh heures. oui. Et on rencontre de Mhm, plus en plus de problèmes comme ça. eh oui. C'est les défis pour restaurer une bande magnétique aujourd'hui, pour restaurer une bande magnétique qui n'est pas lisible en tant que telle, ou qu'il faut ramener à la vie avant de pouvoir la Ouais, lire, mais oui. ils sont beaucoup plus compliqués aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Ah ouais. Et plus le temps passe, et plus ça va être compliqué. Oui, et puis une bande que tu veux lire tout à fait normalement, et bien avec le Mhm. temps, bah, tu vas avoir des drop-out, tu vas Ah ouais. avoir des petits blancs, des petites pertes Ah ouais. de son, et avant toute exploitation, il va falloir restaurer tout ça. Eh ouais, Tu peux pas livrer au public n'importe comment. ouais, bien sûr. Bah, il y a des gens qui le font, mais ça c'est une autre Oui, histoire. oui, c'est notre, ouais. Ouais, donc ce que tu me disais, il est urgent comment dirais-je, sauvegarder tout ça, tout ce qui est. Tu me disais qu'il en reste, enfin, difficile d'évaluer, mais toi qui en fais un gros rendement, je sais pas si aujourd'hui il fallait s'y mettre et tout restaurer, t'aurais une idée du chantier que ça pourrait représenter? Non, je sais pas, c'est une question comme ça. Je vais te raconter une histoire beaucoup plus bête. Il y a la Phonothèque nationale Ouais, à Lugano ouais, qui reçoit plein de fonds de bandes magnétiques. Il les stocke. ouais, Mais s'ils devaient se mettre à tout sauvegarder, je pense qu'il leur faudrait à peu près 1000 ans. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, ouais. C'est pas possible autrement. Ah bah ouais, Donc, on va un peu par priorité, ouais, c'est ça. on manœuvre à vue. Moi, personnellement, bon, j'ai parlé de la United Music Foundation. C'est une fondation qui a été créée en 2013 Mhm. à Genève pour sauvegarder, valoriser le patrimoine musical enregistré menacé de disparition. Ouais, d'accord. Et en fait, la fondation est hébergée ici, dans ce Ouais. studio. C'est moi le principal employé, on va dire Mhm. plutôt mandataire.
Je fais le travail pour la fondation. Mais ça ne veut pas dire que, comment dire, quand c'est une chaîne de télé ou je sais pas, quand c'est une chaîne de radio ou des archives nationales, ces gens-là cherchent toujours à sauvegarder Mm. leur propre patrimoine. Oui, je Nous, comprends. Mm. on essaye de faire ce qui sort des sentiers battus. Ouais. Donc, il peut m'arriver d'aller chez un producteur, de voir des bandes moisies dans la cave et de voir que l'importance de l'artiste nécessite de faire une Mm. sauvegarde immédiate. D'accord, ouais. Et c'est tout. Il n'y a Mm. pas, il y a pas de discussion. Mm. Il y a Ouais, je une comprends. petite subvention de la ville de Genève qui nous permet de subsister. Ouais. On a failli fermer, hein, je vais pas te mentir. Ah ouais, ouais. Parce que ce domaine d'activité est le plus mal aimé Ah ouais. des institutions donatrices. C'est important. Et pourtant, bah voilà. Ah, c'est dingue. Ouais. Ouais, et dans tout ce que tu as pu, entre guillemets, sauver, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Parce qu'à chaque fois, tu réécoutes tout, Et je fais les rapports de sauvegarde. Voilà, surtout. ouais. Et Ouais. quand rien n'est marqué sur la bande, il faut que je trouve ce que c'est. Eh oui. C'est rare que je ne trouve pas, mais ça Ouais. arrive. Et là, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui t'ont interpellé dans tout ce que tu as pu croiser? L'émotion d'une Dalida à l'Olympia en 1967. D'accord. J'ai le concert au complet en stéréo Ouais. que j'ai sauvegardé. Ouais. Hendrix en 68 Ouais. à l'Olympia aussi. J'ai sauvegardé une bande de pistes avec son micro séparé. Ah oui. Eddie Kramer l'a voulu. Ah oui, bah oui, j'imagine, ouais. Non. Non. C'est pas ça, je lui ai dit on fait le projet ensemble. Ah oui, voilà, ouais. Il y a eu un grand silence. Ah ouais, ouais, bah oui. Bon, voilà, je peux rien faire. Oui, oui, oui. Un jour peut-être. Ouais. Ouais. Mais et pourtant c'est quelqu'un que je respecte et Ouais, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. ouais, oui, Qui m'a raconté des histoires aussi. Ah oui. Sur les machines qu'il utilisait d'ailleurs, qui n'étaient pas Ouais. non plus des machines que je connaissais. D'accord. Ah, c'est dingue. Ouais. Bon, bah ouais. Qu'est-ce qui m'a touché? Céline Dion au début, Ah ouais. Ah, c'est dingue. à l'époque où elle a gagné au festival de Tokyo. Ah ouais. J'ai les maquettes pour ça. Ah. J'ai sauvegardé les Ah ouais. maquettes. Ouais, t'as des, entre guillemets, des œuvres d'art, quoi. C'est des trucs un peu. Ça paraît fou, quoi. Nougaro en Suisse, Ouais. au début. Ouais. Sidney Bechet. Ouais. Oui, le coffret, là, que tu nous as montré, que Oui, tu as ressorti récemment, là. Non, pas Enfin, un peu, récemment. ouais, enfin. Il a quelques années. Ouais, oui. Il a eu 2 prix nationaux. Ouais. Celui-là, prix de l'Académie du Jazz, et puis un prix Mémorial, Commission suisse pour l'UNESCO. Mm. Mm. Croisille, Ah ouais. toujours. D'accord. L'émotion à l'état pur, c'est pas une technicienne. Elle a une technique extraordinaire, Mm. mais elle est dans la vérité, quoi. Ouais, C'est pas. Moi j'aime les artistes à la recherche d'absolu. Mm. Et je pense que l'image qu'on a bien voulu donner à Croisille est très très loin d'être, Oui. de correspondre ouais. à la réalité Est-ce qu'elle est vraiment? de Ouais. ce qu'elle est. Ouais. Et en plus, c'est une femme de cœur. Pour Ouais. l'avoir rencontrée, c'est quelqu'un de très Ouais. très bien. Bien sûr, Pétula. Bah oui. Toujours. Mais ça, J'imagine. c'est un peu ma, Ouais, il y a c'est quelque un chose, peu quoi. ma marraine de Ouais. cœur, on Mm. va dire. De toute façon, c'est ma famille de cœur. Je les connais depuis 40 ans. Il y a beaucoup, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Bah ouais, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a eu Ouais, d'autre? Les choses, c'est tellement infini. Ouais. Et figure-toi que les projets les plus difficiles à mener pour moi, c'est les projets où je sais que j'adore le contenu sur lequel je Ah travaille. oui, bah oui. Et je vais être 10 fois plus exigeant. Eh oui. Et je vais me taper, m'auto-flageller jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Ouais. Et c'est parfois très ingrat. Ouais, bah j'imagine, ouais, parce que t'arrives pas tout le temps à obtenir ce que tu veux, non? J'imagine, ou il y a beaucoup de problèmes à résoudre, quoi. Ça dépend. Je pense qu'avec la technologie actuelle, j'arrive à beaucoup plus de choses que j'aurais pu obtenir il y a encore 10 ans. Oui, forcément, ouais. Par exemple, sauvegarder restaurer des bandes qui étaient absolument pas restaurables avec les techniques de restauration précédentes, qui étaient beaucoup plus rudimentaires, on va dire. Qu'est-ce qu'on avait? On avait juste des trucs de décliquage. Ouais, c'est ça, ouais, c'était Alors pas... qu'il y a beaucoup plus. Je veux dire, enlever des drop-outs d'une bande,
Bah oui. Ça demande de l'édition spectrale et ça demande une certaine analyse. Mm. Et parfois beaucoup de patience parce que c'est pas toujours évident à faire. Eh oui. Mm. Et écouter, écouter, Eh oui. écouter, réécouter. Parfois je suis Mm. hanté par ce que je fais. Bah ouais, C'est drôle à dire. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'enregistrer ou de travailler sur quelque chose et tu te retrouves pendant un mois ou deux complètement pris par ce truc. Alors, bah, sur des projets où tu passes du temps, oui, c'est sûr que des fois, ouais, oui, ça laisse des traces, quoi, on va dire. Ouais, je connais bien le truc. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça fascinant, ce que tu fais, de maîtriser toutes ces technologies nouvelles, anciennes. Bon, je maîtrise pas tout, j'apprends tous les jours. Non, mais je sais bien, La règle d'or, mais c'est que bon, j'apprends tous les jours. Parfois, il y a des choses, c'est chaque fois selon à quoi je suis confronté, ouais, tu voilà, vois. ouais. J'apprends tous les jours, mais il faut Mhm. essayer, il faut tenter. Tant que c'est non destructif, il faut tenter. Oui, c'est ça. Ouais. Faut pas avoir peur d'y aller et puis se tromper et puis apprendre de ses erreurs, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben, et la suite, alors, c'est quoi finalement? Continuer sur. Bon, Il là, y a en ce des, il y a moment, des projets. en ce moment, je suis en train de sauvegarder un fonds du Montreux Jazz Festival. Ouais, C'est un fonds très compliqué et en plus, je connaissais l'ingénieur du son qui a ouais. enregistré ces bandes. Et il est décédé malheureusement, il est plus Ah. parmi nous. Il s'appelait Philippe Zombrun. Mm. Et j'avais été le voir plusieurs fois chez lui et il enregistrait malheureusement sur des bandes Piral CJ87 qui sont des bandes extrêmement compliquées à restaurer. Elles sont classifiées dans les illisibles. C'est les bêtes noires de pas mal de mes collègues. D'accord. Et moi, quand j'en vois une, j'évite. Si je trouve une copie, je préfère encore travailler sur la copie Ah, ouais, du d'accord. moment que c'est pas sur une Piral. Et en fait, c'est des bandes qui déposent énormément Mm. et on peut pas l'arrêter. C'est-à-dire, tu mets ce genre de bande sur le magnéto, au bout de 20 secondes, t'as une espèce de substrat noir, gras Ah ouais. partout. Et tu perds Ouais, tes c'est aigus, nul. c'est fini. Je me rappelle avoir essayé de transférer une bande comme ça de Nicole Croisy, justement. 20 Mm. secondes par 20 secondes. Et Ah ouais. nettoyer à l'alcool, évidemment. Toutes les 20 secondes. Et après, une Quel nuit, boulot. tout remonter dans Pro Tools. Ça a marché, hein. Ouais, ouais. Mais je me vois pas refaire une bande comme ça à cette vitesse-là. Ça t'imagines. Putain. Ça, Ouais. c'est une chose. Donc, j'ai des bandes en incubation actuellement. Mm. Et je vais me remettre à transférer allègrement et à nettoyer des bandes. Ensuite, je sais que j'ai des choses du musée d'ethnographie de Genève qui m'attendent. Mais là, on parle à un instant T. Parce que Oui, mais je sais pas du tout ce qui va. c'est constant, quoi. Ce Je qui sais que va, tu es très exactement. sollicité sur plein de formats. Bon, puis une nouvelle écoute, une nouvelle acoustique récente, là. Récente, en fait, On elle peut m'a faire servi pour remasteriser Nicole Croisy Ouais. le jour où elle a été terminée. Ouais. Pendant les écoutes de contrôle du Ouais. lendemain, j'ai remasterisé Téléphone-moi de Croisy. D'accord. Et c'est exactement la version qui est sortie. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est marrant. Ouais. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça alors? Parce que bon, on a fait une belle synthèse de tout ça. Du café? Du café. On peut se faire un petit café. Bon, bah David, merci pour toutes ces infos. Il faudra que peut-être on y réfléchira à revenir te voir et que tu nous montres un peu plus en détail Je serais ravi. comment ces machines fonctionnent, les voir tourner un peu. C'est vrai que là, bon, on n'avait rien préparé, donc c'est vrai que c'est délicat de Non, voir, si mais... j'avais su qu'il fallait préparer quelque chose. Non, mais voilà, c'est pas... Je reviendrai, on n'est pas très loin. Genève, voilà, l'Ardèche, on est pas... T'es en Ardèche? Eh oui, je suis en Ardèche, Je moi. n'avais pas réalisé. Eh ben oui, Jean Ferrat? Jean Ferrat, Tu sais, absolument. Un concert inédit de Jean Ferrat. C'est vrai? Bah oui. Putain, non, papa est fan en plus, tu vois. Bon, je crois que c'était un petit peu. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il joue à la pétanque là-bas, dans le sud de l'Ardèche. Ouais, absolument. Ouais, c'est le pays de Jean Ferrat. Bon, bah David, merci. Je reviendrai te voir, tu nous mettras tout ça en route et puis on sera... Je suis désolé, C'est pas grave, t'inquiète pas. c'est un geste que je fais normalement. Voilà, c'est ça. Tu muteras le... Je muterai, t'inquiète. Voilà, moi je suis un bon restaurateur aussi. J'ai les outils aussi. Bon, merci encore en tout cas pour ton accueil, ta gentillesse. C'est un plaisir. Et puis on reviendra faire des choses. Et ben, vous serez les bienvenus. Ben voilà, super. À très bientôt. À bientôt, Nicolas.